Chers professeurs, chercheurs et étudiants, distingués publics, c'est un grand plaisir de vous accueillir, même si en ligne, à l'Institut des études avancées pour la culture et la civilisation du Levant. Nous sommes au début de la 5e édition de l'école annuelle d'études byzantines et post-byzantines, organisée en collaboration avec l'université Aristote de Thessalonique et qui, voilà, est devenue une tradition. Cette année, on a choisi le thème « Mémoire et oubli à Byzance ». Il y a seulement quelques jours, nous ouvrions une autre école organisée par notre institut, l'école annuelle interdisciplinaire du grec ancien, égyptologie et langue orientale, qui avait le thème « Le temps et l'espace dans l'Antiquité ». Ces deux thèmes s'entrelèment avec notre école aussi, puisque la mémoire peut être définie comme la dimension temporelle de notre psychique, de son intégration sur les 3 segments du temps, passé, présent, futur. La mémoire veut dire se souvenir du passé, le ramener d'une manière ou d'autre dans le présent, tandis qu'oublier signifie effacer, anéantir des événements qui se sont passés une fois. La mémoire n'est pas seulement le processus par lequel l'information est encodée, stockée, récupérée, mais c'est aussi une marque d'identité personnelle et collective qui fonctionne sur la base de certains phénomènes complexes et continus de sélection, adaptation, connexion et compilation d'informations. L'oubli, le pendant de la mémoire, est aussi sélectif. L'oubli nous aide à régler nos émotions et à changer le passé pour construire un avenir qu'on désire. La mémoire est aussi la capacité d'apprendre, en particulier dans les sociétés antiques où l'apprentissage était exclusivement mnémotechnique, la capacité d'adaptation à l'environnement en utilisant des informations et des modèles du passé pour anticiper l'avenir. Byzance a le mérite d'avoir gardé la mémoire vivante de l'Antiquité à travers le long et laborieux travail de copier les œuvres des auteurs antiques en les honorant en tant que partie essentielle de leur identité historique et intellectuelle. À mon avis, l'Empire byzantin a survécu si longtemps grâce à sa mémoire des événements passés, préservés au fil des siècles par les historiens, les savants et les copistes. En 1453, à la chute de l'Empire, Byzance n'est pas mort, puisqu'il y a le développement des études byzantines. Le présent est devenu passé, tandis que le passé est devenu un objet d'étude qui fait partie de l'identité européenne. Aujourd'hui encore, les études byzantines sont à l'épanouissement, et cela grâce à la culture de la mémoire. Même dans le monde contemporain consumériste qui a peu de respect pour le passé, pour l'histoire et pour les gens qui l'étudient encore. Le projet de l'école byzantine est concentré autour des questions posées par les jeunes du XXIe siècle auxquelles les enseignants et les chercheurs formés au cours du XXe siècle essaient de trouver des réponses. Notre institut est honoré d'accueillir ce dialogue entre les générations qui se trouvent à la confluence de 2 siècles. Le poète postmoderne américain Charles Olson,
qui se considérait lui-même un archéologue de la matinée, écrivait pendant ma jeunesse La chaîne de la mémoire et la résurrection. Dans l'espace des civilisations, la résurrection veut dire la renaissance, un éternel retour au trésor culturel. Situé dans une région au carrefour des grands mouvements de population, l'Empire byzantin ne put pas rétablir en Orient aussi la Pax Romana, finie après la destruction de la suprématie militaire, administrative et économique de la Rome impériale, après laquelle a survécu pendant un millénaire, et puis, à son tour, il est sorti de l'histoire. On doit la pérennité unique du Byzance au fait qu'au moment où il n'a été plus capable d'intégrer ses ennemis dans un empire, il est à intégrer dans une civilisation. Cette civilisation fascinante, ardente dans l'imaginaire de générations suivantes, les crimes, les compromis, la corruption, la décadence de mœurs qui lui assuraient la domination des vastes territoires. Grâce à la littérature, à la science, à l'art, à l'architecture et à la musique byzantine, nous avons aujourd'hui le sentiment qu'en lisant des auteurs classiques byzantins, nous honorons notre passé, nos racines, on élargit nos connaissances, nous découvrons que nous sommes eux-mêmes, avec les mêmes peurs et les mêmes joies. Lorsque nous nous souvenons d'eux, nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude pour le monde qu'ils nous ont offert. En les ignorant, nous ignorons nous-mêmes et nous manquons l'occasion de découvrir notre véritable identité. Quand on les oublie, on nie leur existence, et quand nous, à notre tour, nous serons oubliés par les autres, c'est nous qui cessions d'exister dans la plus forte mémoire, l'histoire de la culture. Dans le programme de la 5e école d'études byzantines, dans le dernier jour, il y a une communication du professeur Valdemar de Luga de l'université d'Ostrava, protection des monuments de l'Ukraine passé et présent. C'est difficile de parler des vestiges d'un passé lointain en éludant le contexte tragique de ces jours, quand la vie des gens, de leurs familles et les monuments historiques et artistiques sont soumis à la destruction dans une agression externe, ayant comme but déclaré l'effacement de la mémoire linguistique et culturelle qui constitue l'identité nationale du peuple ukrainien. L'Institut d'études avancées pour la culture et la civilisation du Levant, construit après le modèle de celui de Princeton, a comme objectif l'étude du passé pour mieux comprendre le présent et pour anticiper l'avenir. La gestion de la mémoire et de l'oubli, le thème de notre édition, a joué un rôle important il y a 3 décennies, quand le système des dictatures communistes de l'Europe de l'Est, le plus criminel de tous, s'est écroulé de l'intérieur par une révolution pacifiste unique dans l'histoire du monde qui mettait fin à la guerre froide. Cet écroulement de l'intérieur a surgi à partir de l'initiative de l'intellectuel de l'ancienne Union soviétique qui ont établi une fondation nommée Pamyat, mémoire, dédiée à la recouverte de l'identité culturelle, linguistique et religieuse remplacée par l'idéologie communiste qui voulait créer par force
l'homme neuf communiste. Cette découverte a fait d'un grand nombre de gens soit préparés à combattre et à mourir pour les idéaux de liberté, vérité et justice devant lesquels le système répressif s'est écroulé. Après la chute du régime communiste, les pays de l'Europe de l'Est se sont trouvés dans la situation difficile de gérer des conflits nationaux et ethniques, héritée d'une longue histoire, marquée par l'Antiquité grecque, romaine, par les empires byzantins, ottomans, russes et autrichiens. Conflits pas résolus, mais seulement gelés pendant les dictatures communistes. Le destin m'a offert la chance de faire partie, dans la dernière décennie du XXe siècle, de la famille de premiers leaders démocrates de l'Europe de l'Est, provenus de l'élite intellectuelle, recteurs universitaires, écrivains, philosophes, musiciens, choisis par le peuple délivré de la dictature à conduire la transition vers la démocratie. Des leaders comme Václav Havel, Tchéquie, Arpad Göns, Hongrie, Gélugerov, Bulgarie, Tadeusz Mazowiecki, Bronislaw Geremek, Pologne, Michal Kovač, Slovaquie, Vytautas Lambertis, Lituanie, Lenar Meri, Estonie, Vaira Freiberga, Lettonie, Vojislav Kostunica et Zoran Djindjic, Serbie. Ils ont eu le pouvoir de convaincre leurs citoyens de choisir de la mémoire historique et culturelle, entrer dans l'imaginaire collectif les lieux communs qui pouvaient les unir, donc pas les éléments d'opposition et de séparation interne et régionale, pour créer une solidarité de pays est-européens autour de l'intégration européenne afin de protéger toutes les identités ethniques et nationales. Le prix moral était le pardon de ex-leaders communistes, de l'appareil politique et des services de répression pour tous les abus contre les droits de l'homme. L'affiche de la 5e édition de l'école annuelle d'études byzantines, réalisée par Raluca Orza, la suggestion de Anna Maria Raducan et Maxime Onofre, reproduit une mosaïque de la rotonde de Galerius de Thessalonique. Mes jeunes collaborateurs ont vu l'oubli dans la zone détériorée et la mémoire dans la partie conservée. Année de suite, j'ai visité le monument de Thessalonique étudié par le professeur Semoglu, qui sera présenté dans la première communication de cette édition. J'ai regardé la configuration actuelle de la coupole en tel état de conservation à cause des intempéries ou des vandalisations. Dans la vie humaine, le rapport entre la mémoire et l'oubli est le résultat d'un acte de conscience personnelle. La difficulté de comprendre cette relation au niveau de la conscience collective est énorme. Il ne regarde pas seulement le passé, ni seulement le présent, mais surtout l'avenir, car le vrai problème que le destin pose aux hommes comme aux nations est celui du choix. En Roumanie, le choix entre la vengeance et le pardon a été plus compliqué, car les événements sont sortis du cadre de l'Europe centrale et orientale par la décision du dictateur Ceausescu de réprimer dans un bain de sang les manifestations pacifiques de décembre 1989. En 1996, lorsque les victimes de la terreur communiste ont gagné de grandes fonctions dans l'État, à l'heure des élections démocratiques, la réconciliation avec leurs anciens tortionnaires a été le résultat d'une pédagogie de la souffrance.
le pardon a fonctionné dans le registre juridique institutionnel grâce au prestige moral des anciens prisonniers politiques et des associations civiques qui ne désiraient pas la vengeance. Pardonner, cependant, ne signifiait pas oublier. Le souvenir de la souffrance fonctionnait comme une forme de justice morale à retrouver par les générations à venir. À l'opposé se trouve ce que Tsvetan Todorov appelait les abus de mémoire, dont le motif est la vengeance pour les souffrances passées qui ont conduit pendant la même période aux affrontements sanglants dans les Balkans occidentaux, dans le contexte d'idéologie communiste nationale. Dans un livre intitulé L'éthique épistémologique, dans lequel il analyse les peines de prisonnières politiques sous la dictature communiste, Cornelia Gasparel, chercheuse à l'Académie romaine de Iași, les a exprimées en tant que relation compliquée entre la mémoire et la vérité, entre l'oubli et pardon, entre l'angoisse et le parchèvement en tant que mesure de la liberté. En suivant cette idée, je crois que la relation entre la mémoire et l'oubli est celui qui peut déterminer l'état d'angoisse ou de parchèvement de l'homme en marquant son destin personnel. Ce destin personnel conçu au niveau social pour marquer le destin national. Je pense qu'en ce moment décisif, quand la guerre froide s'est réinstallée au niveau mondial, et nous sommes en présence d'une guerre régionale meurtrière, il est bienfaisant de nous rappeler l'histoire récente de la solidarité autour d'idéaux de liberté, vérité et justice qui a illuminé la dernière décennie du XXe siècle. C'est le fondament sur lequel on peut édifier un avenir européen et mondial basé sur la culture de la paix à l'intermède de l'éducation. Notre institut s'est engagé à promouvoir cela à travers l'initiative Le Vent pour la paix globale. Comme chaque année, je suis heureux de rappeler la petite histoire de l'école annuelle internationale d'études byzantines et post-byzantines, en exprimant ma gratitude à l'Université Aristote de Thessalonique, représentée par le directeur scientifique Athanasios Semoglou, et à tous ceux qui ont contribué dans les éditions précédentes, aux enseignements qui ont accepté de partager chaque année leur savoir et leur amour, les professeurs Alexandros Alexakis de l'Université d'Ioannina, Stratis Papaionou de l'Université de Crète, Pablo Argarate de l'Université de Graz, Valdemar de Luga de l'Université d'Ostrava, Istvan Petzel de l'Université de l'Europe centrale de Vienne, Anka Dan du Centre national de la recherche scientifique de Paris, Mariana Bodnaruk du collège Al-Quds Barth, Manuela Dobre de l'Université de Bucarest, Antonio Pio de Cosma de l'Université catholique de Cuyo, Andrei Prochin du Musée national d'ethnographie et d'histoire naturelle de Chișinău, Anna Dashinskaya de l'Académie des sciences de Russie, Andras Gonaru de l'Université Aristote de Thessalonique, aux participants si désireux de les recevoir et de donner à leur tour leur curiosité et leur enthousiasme. Je remercie Anna Maria Raducan, l'initiatrice et la responsable de ce projet, et à tous mes collègues de l'Institut du Levant qui ont participé à l'organisation de cet événement au cours des dernières 5 années.
Je vous souhaite bonne chance, profitez de ces jours, faites des découvertes importantes qui soient utiles dans votre développement. Je vous remercie.